Réparer son iPhone soi-même, c'est désormais possible aux États-Unis, avant l'Europe dans le courant de l'année. Avec quels outils, quels manuels, quelles pièces de rechange, à quel prix, et est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Les podcasts sur Facebook le 3 juin, ce sera terminé. Un an après leur arrivée, Meta renonce à concurrencer Spotify et Apple Podcasts. Apple qui ne fait aucune prévision sur le trimestre en cours, trop d'incertitudes entre pénurie de composants et surtout retour du Covid en Chine, avec un premier confinement décrété pour 7 jours à Shenzhou, où Foxconn fait tourner la plus grosse usine d'assemblage d'iPhone. La relation Jony Ive-Tim Cook au cœur du focus de Gilles, avec la sortie du livre After Steve, et puis le dîner d'Eli Abitbol, avec en entrée les appétits d'Intel et Rivos qui rêvent du M1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cet épisode 89 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ici Benjamin Vincent, c'est un bonheur de vous retrouver pour la 36e fois cette saison. Tout de suite un petit mot sur l'épisode de la semaine dernière. Il a été enregistré, mais un souci technique a compliqué la post-production et c'était pas la bonne semaine pour moi. Et donc il va arriver, mais avec une semaine de décalage et avec un son un peu moins bon sur mon micro. Bon, j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Salut les amis. Bonjour. Salut. Avec moi aujourd'hui, Gilles Dounès et Eli Abitbol. Salut Gilles, est-ce que tu es en forme ? Tu as l'air en forme aujourd'hui. En forme de quoi ? Je sais pas, mais oui, je suis ravi de vous retrouver. Il faut que j'arrête de te la poser, parce que tu me fais toujours la même réponse, espèce d'escroc. Bon, tu vas revenir tout à l'heure, Gilles, dans ton focus sur ce qui a poussé Jony Ive à quitter Apple au bout de 30 ans. Oui, mais tu vas être ravi parce qu'il va être question de Steve Jobs aussi. Et en fait, c'est la relation miroir entre les deux. Je n'en doutais pas, et je ne doutais pas que tu trouverais le moyen de caser Steve dans ton focus aujourd'hui avec ce sujet-là. Comment vas-tu, Eli ? Eh bien, je vais très bien et je profite pour vous souhaiter Feliz Cinco de Mayo. Ah si, señor. Oui, mais c'est mexicain. Il aurait fallu que je prenne l'accent mexicain. Bon, tu te souviens que c'est un podcast sur l'univers Apple, hein ? C'est pas ni un podcast d'histoire, ni un podcast sur l'histoire du Mexique rapport. Ou de l'Espagne. Hein ? Attention, te laisse pas griser par la victoire du Real Madrid, s'il te plaît. Merci, mais je suis encore sur un petit nuage. Ben oui, j'imagine. Bon, tu parlais de bière. Est-ce qu'on va dîner à la bière ce soir ? Eh bien, on n'aura peut-être pas à la bière, mais il y a des petites choses sympathiques avec Intel. Et puis, vous verrez, il y a un petit conte de fées pour un jeune YouTuber dont la vie a changé grâce à Apple, mais ça fait un peu conte de fées. Je vais vous raconter ça, vous verrez quelques images. Ok, à tout à l'heure, Eli, pour ton dîner. L'actu est effectivement bien dodue cette semaine. Vous allez le voir dans quelques instants avec l'événement de la semaine, puis l'info de la semaine. Je vous rappelle tout de suite les bons réflexes à avoir. D'abord, pour nous soutenir sur Patreon, patreon.com/iWeek. Vous pouvez donner pour chaque épisode qu'on produit à partir d'1,50€ par épisode. Vous le faites une fois avec votre carte bancaire. Après, c'est à chaque fois qu'on diffuse un nouvel épisode d'iWeek, vous êtes prélevé. Vous arrêtez quand vous voulez. C'est évidemment sans engagement. C'est très important pour nous. C'est notre principale, voire notre unique source de financement, et donc on a besoin non seulement de votre aide financière, mais on compte aussi beaucoup sur cette communauté des contributeurs sur Patreon, patreon.com/iWeek, c'est donc l'adresse à utiliser dès maintenant, et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Nous suivre, c'est sur Twitter @iWeekNews, et le hashtag à utiliser pour échanger avec nous, c'est, vous le savez, iWeek LSA comme la semaine Apple. Et puis si vous aimez l'actu Apple, vous avez le podcast quotidien compagnon d'iWeek, c'est i5 du lundi au vendredi, 5 jours par semaine, en 5 grosses minutes, les 5 infos essentielles chaque jour dans vos oreilles,
avec ma pomme et l'un d'entre vous à tour de rôle. L'essayer, c'est l'adopter. High Five sur Spotify et Apple Podcast exclusivement pour 4,99€ par mois. Dans quelques minutes, Facebook abandonne les podcasts, mais tout d'abord, réparer son iPhone soi-même. Avec la bénédiction et les outils d'Apple, c'est désormais possible aux États-Unis. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Réponse dans un instant, c'est l'événement de la semaine. L'événement de la semaine, c'est donc l'ouverture aux États-Unis de ce fameux store de pièces détachées Apple. Mais alors, pas seulement. On a commencé à en parler la semaine dernière avec un premier aperçu des outils qu'on peut soit acheter, soit louer pour une semaine pour réparer soi-même son iPhone. On va essayer de creuser le sujet aujourd'hui avec toi, Ellie, parce que ces outils, tu les connais. Et tu as pu comparer les outils proposés dans le cadre de ce self-service-repair.com qui n'est donc pour l'instant disponible que pour les Américains, mais qui va arriver en Europe avant la fin de l'année. L'idée, c'est qu'on en discute ensemble pour savoir si ça vaudra le coup de réparer soi-même son iPhone ou pas. Par rapport notamment aux prix qui sont pratiqués à la fois dans les Apple Store et chez les APR comme chez MCS, Ellie. Alors d'abord, au niveau de ce que propose ce site, c'est très complet puisqu'il y a à la fois les manuels, les outils et les pièces détachées. Comment ça fonctionne de manière générale ? Ça y est, maintenant on a tous les détails parce que plusieurs personnes ont commandé les kits et même il y a des professionnels des news comme MacRumors qui se sont livrés à l'exercice et qui ont commandé un kit et qui ont essayé eux-mêmes de réparer un iPhone qui était parfaitement fonctionnel avant de le tenter. Après, il était un peu moins fonctionnel quand même. Ah bon ? Oui, pourtant c'était Dan Barbera qui est le patron de MacRumors et c'est lui qui fait toutes les reviews de tout ce qui sort chez Apple, mais c'était sa première réparation. Et donc il a fait une vidéo qui est incroyable, vous pouvez aller voir sur leur site ou sur YouTube, on vous mettra le lien. Et il donne tous les détails et là maintenant on sait absolument tout, comment ça se passe parce qu'il le décrit pas à pas. Donc la première chose, c'est que on peut réparer pour l'instant un nombre limité d'appareils, les iPhone 12, les iPhone 13 et les iPhone SE 3e génération. Donc, sur un nombre limité de pièces, par exemple les écrans, les batteries et les capteurs photo-vidéo, mais alors là, vraiment pour les mecs qui sont des experts. Le reste va suivre un peu plus tard. Donc, la première chose, il faut commander les pièces. Les pièces coûtent assez cher. D'après ce qu'ils disent, ça coûte assez cher. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'une fois que vous avez choisi les pièces que vous voulez réparer, il faut commander les 2 kits. Alors le kit, c'est une location pendant une semaine. Apple paye les frais d'envoi, ils envoient ça par UPS, mais attention, lui, à sa grande surprise, et je pense que ça sera le cas de tout le monde, il a été prélevé des $49, je crois, pour la location d'une semaine, mais de $1 300 de caution qu'Apple garde sur le compte tant que les produits ne sont pas, enfin les kits de réparation ne sont pas revenus chez eux et examinés. Donc ça peut durer un certain temps. Il y a peut-être des développeurs, j'allais dire, des réparateurs potentiels qui, s'ils doivent bloquer 1 300 € pendant une semaine ou deux, ils vont peut-être pas pouvoir. Donc, et si jamais votre autorisation carte bleue permet pas de le faire, la réparation ne se fera pas et les pièces ne seront pas envoyées. Donc bon, ça c'est une petite contrainte. Après, il a reçu les 2 grosses valises. Il a montré les 3 gros appareils qu'il y a avec ensuite des tournevis, etc., qui sont très exactement les mêmes que vous trouvez dans un centre de service agréé Apple, comme celui d'MCS et comme celui de mes confrères. C'est exactement les mêmes outils. Donc je les connais très bien, ils sont très lourds, ils sont très professionnels. C'est les mêmes. Ah, c'est exactement les mêmes. Vraiment. Vraiment les mêmes. Et je pense que c'est les mêmes. C'est pas une version grand public, c'est pas une version grand public des outils. Ah non, c'est vraiment les mêmes. Et parce que là, je les ai vus en fonctionnement et j'ai vu exactement le même fonctionnement que celui que je vois dans mon SAV tous les jours quand je vais les voir. Donc, c'est des outils qui nécessitent une certaine pratique. Alors, ce qui est dit dans la vidéo de MacRumors, c'est que même lui qui connaît les produits Apple, etc., et il dit lui-même qu'il a tendance à regarder les manuels un peu rapidement et à sauter des étapes. Il s'est rendu compte que non, il faut vraiment, vraiment suivre le manuel
pas à pas. Nous, ce qu'on a comme avantage, peut-être par rapport à ces réparateurs à domicile, c'est que nous avons aussi des vidéos de démontage Apple pas à pas. C'est-à-dire que non seulement il y a les manuels qui sont interactifs, pour nous, ils sont en ligne, c'est pas un PDF qu'on télécharge, c'est vraiment des procédures où on peut faire suivant, on passe à la ligne d'après, etc. Mais en plus, on a une vidéo qui nous montre exactement à quel endroit on est, ce qu'on doit faire, etc. Donc ça, c'est peut-être une aide supplémentaire pour nous. Mais sinon, donc les manuels, on peut les télécharger, vous pouvez les télécharger si vous voulez essayer, sont très, très, très détaillés. Ouais. Il y a des choses à savoir. Par exemple, si vous avez une protection d'écran sur votre iPhone, eh bien, le système de décollage se met en faute. Il vous met une sorte de crâne en rouge qui clignote en disant interdit. Et il a mis un certain temps à comprendre pourquoi le système lui disait non, ça marche pas ton truc. Donc, il a décollé sa vitre. Du coup, il l'a cassée. Enfin, la protection, hein. La petite vitre de protection, Oui. du coup, il l'a cassée. Bon, ça, c'est logique. Hein. Et il a quand même réussi à De toute façon, décoller. l'écran était cassé, j'imagine, s'il voulait Non, son intervenir sur écran l'écran. était parfait. Il a essayé de remplacer sur son iPhone 12 mini une batterie qui était parfaitement fonctionnelle par une autre batterie neuve que lui a envoyée Apple. Et donc, bon, après, il est arrivé au stade où il pouvait démonter la machine. Et donc là, le manuel lui disait, il faut mettre des gants spéciaux avec une protection ESD pour éviter donc les décharges d'électricité statique qui peuvent tuer l'iPhone. Il s'est rendu compte qu'Apple les avait pas mis dans le kit. Donc, il a été embêté. Donc, ils auraient dû. Les gants, il en avait, mais ils n'étaient pas dans le kit. Donc, il s'est mis des gants, de protection. Je ne sais pas s'ils sont aux normes d'Apple, ceux-là. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'il lui demandait des pinces traitées ESD pour éviter l'électricité statique. Pas dans le kit. Donc, il a fallu qu'il aille dans une boutique Radio Shack ou autre électronique dans le coin, à quelques kilomètres de là, juste pour chercher les pinces. Grâce à ça, il a essayé de décoller la batterie de l'iPhone. Il s'est rendu compte que ça marchait pas du tout. Alors, il s'est connecté sur iFixit, il a regardé leur tuto de démontage, il a essayé de forcer avec une pince, etc. Il pense d'après lui, qu'il a dû percer la batterie 20 ou 30 fois pour essayer de la démonter, d'après lui. Donc, à la fin, il a réussi à l'arrache. Mais comme il avait une batterie neuve à mettre à la place, bon, à la limite, ça l'inquiétait pas trop. Mais pour décoller, il s'est rendu compte qu'Apple conseillait de mettre avec une seringue, un mélange d'alcool à 70%, etc. Mais il n'avait pas de seringue, donc il est ressorti, il a cherché une pharmacie pour acheter une seringue. Donc il a retraversé la ville. Donc, mais il a réussi à décoller sa batterie. Du coup, il a mis la nouvelle batterie, il a mis l'iPhone en marche et l'iPhone ne s'est pas allumé. Donc, mais ça a été le suspense. Et pourquoi ça ? En fait, pas simplement parce qu'Apple lui avait envoyé une batterie déchargée. Mais non. Si. Et à la fin, il a quand même montré que l'iPhone s'allumait, mais il a dit, surtout, vu le temps que j'ai passé, les voyages en voiture, le temps que j'ai mis à enlever la pièce, le prix de tout ça, il dit, si je l'avais amené dans un Apple Store, ça m'aurait coûté moins cher en pièces, j'aurais eu le téléphone au bout d'une demi-heure, et il aurait été garanti, parfait, etc., etc. Donc lui, il dit, ne le faites vraiment pas. C'est son conseil à lui. Hein. Bon, donc cet exemple montre quoi ? D'abord qu'il faut, ça prend du temps. Il faut commander les outils, il faut le temps qu'ils arrivent, il faut verser la caution. Déjà, il faut aller les chercher. C'est-à-dire que s'ils sont livrés chez vous, il faut que vous soyez là quand UPS passe. Et surtout, une fois qu'il faut les rendre, il faut aller, parce que là, ils viennent pas les chercher, il faut aller avec ces 2 énormes valises, il les a soulevées, ça pèse vraiment un âne mort. Et il a fallu qu'ils se déplacent, donc une 3e fois, au centre UPS pour aller déposer les colis. Donc, bon, ça veut dire 2 allers-retours potentiellement chez UPS. Oui. En termes de prix, est-ce qu'il y a un intérêt à faire la réparation soi-même ? Uniquement en termes de coût. Honnêtement, ça lui aurait coûté peut-être $20 de moins que s'il avait fait une réparation dans un centre de maintenance.
en sachant que dans ce Attends, prix-là... parce que 49 € pour louer, c'est plus que la moitié du prix de la batterie déjà. Oui, en fait, chez nous, un échange de Si on batterie... l'a fait changer, ouais. Oui, chez nous ou chez Apple, un échange de batterie comme ça, c'est de l'ordre, si j'ai bien ça en tête, de 59 €. Mais pour 59 €, il y a la main-d'œuvre, il y a les tests avant, il y a les tests après, il y a la pièce, Et il y a la tout, hein. batterie. Oui, Ah donc oui, bien sûr. 49 € juste pour louer les outils, c'est quasiment le prix du remplacement de la batterie chez toi ou chez Apple. On est bien d'accord. Plus le prix de la pièce, puisqu'Apple, je pense qu'ils la vendent prix public. Il faudrait que j'aille vérifier sur le site, hein. Donc, nous, on l'achète à un prix de centre de maintenance. Donc, on n'achète pas à ce prix-là, hein. Ouais. Donc, Mais dans le cas d'un écran à changer, par exemple, est-ce que la donne devient plus avantageuse pour celui ou celle qui voudrait remplacer l'écran lui-même? bah, je pense que la réparation de l'écran est encore plus délicate, hein, dans ce cas-là, parce que non seulement c'est un peu plus compliqué à démonter que la batterie, mais surtout il y a ce système de recalibration, parce que vous savez, quand vous changez l'écran, vous avez Face ID ou Touch ID, suivant le modèle que vous utilisez, qui ne marche plus, puisqu'en fait il est lié très étroitement à l'écran. Donc il faut faire ce qu'Apple appelle pudiquement une recalibration, ce qui est pour nous nécessite l'utilisation d'une machine qui est dédiée, qui ne sert à ça. Donc en fait c'est un MacBook Air qu'Apple nous a envoyé. Celui-ci, on l'a pas acheté pour une fois. Les autres pièces, on les achète, hein. Mais celui-ci, il devait se dire que c'était tellement important que c'est eux qui nous l'ont envoyé pour nous. Et c'est un appareil qui ne contient rien d'autre. Parce que dès que tu rajoutes un truc dans la machine, il marche plus. Il sert plus. Donc, en fait, il faut le reformater, réinstaller les outils Apple tels qu'Apple les a dit et ne mettre rien d'autre que ça. Il ne sert qu'à calibrer ces machines et à les resérialiser. C'est vraiment une machine dédiée à ça. Ça coûte quand même 1000 et quelques euros, hein, si c'est le cas d'un MacBook Air. Bon, alors, je ne sais pas, par contre, quelle est la procédure qui a été utilisée pour le grand public pour la recalibration de l'écran. Est-ce que ça se fait en ligne, connecté sur un serveur Apple? Parce qu'après tout, c'est juste une histoire de transmettre un numéro de série qui contrôle que c'est bien le bon appareil et de donner un ordre de OK, c'est bon, on autorise l'information Touch ID ou Face ID à être utilisée sur ce nouvel appareil. Sinon, il faut en fait, il faut reprogrammer, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la plupart des cas qu'on a eu, parce que nous, ça nous arrive, hein, même sur des machines pourtant on s'est démonté, c'est qu'on change un écran, Touch ID ne marche plus. Mais vraiment, il ne marche plus. Et dans lequel cas, il faut changer le téléphone entier. Et dans lequel cas, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Donc, il nous est arrivé, parce que le client, il dit, attendez, moi, je vous ai amené un truc pour un échange d'écran. Là, vous me dites qu'il faut changer la carte mère du téléphone. Moi, je paye pas. Et donc, les quelques fois où ça nous est arrivé, c'est pour notre pomme, hein, parce que comment on fait payer un client pour quelque chose, lui, il nous a amené légitimement un téléphone pour qu'on lui change un écran. Nous, on a dit, OK, on vous le change. Et puis après, Touch ID marche pas, il faut changer la carte mère. Donc, du coup, sur certains modèles d'iPhone, on ne le fait plus, les échanges d'écran. On dit non, désolé, on peut pas. Enfin, si vous voulez, on l'envoie chez Apple. Ça va prendre quelques jours, on l'envoie chez Apple. Parce que si Apple, ça leur arrive, eux, ils changent la carte mère, mais là, ils la facturent pas. Tandis que nous, si on le fait nous, ils nous la facturent. Donc, Bon, étant donné la complexité des réparations, et si on secoue un peu toutes ces données, toutes ces variables, est-ce que ça vaut le coup de faire la réparation soi-même? Pour un particulier, je vois vraiment pas l'intérêt, parce qu'en plus, le risque de casse et de devoir recommander la pièce, là, dans ce cas-là de la batterie, ça allait. Nous, si on revend une batterie en panne ou percée, je pense qu'Apple nous dit non, ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe et ils vont nous facturer la pièce, hein. Donc, mais pour un particulier, je ne sais pas. Il y a des risques. En plus, vous savez qu'une batterie, si elle est percée, elle prend feu, hein. Donc, bien sûr. Donc, il faut faire très attention. C'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais s'il y avait vraiment une différence de prix énorme, ça pourrait justifier pour les gens qui sont très bricoleurs et qui veulent se faire plaisir et qui ont de l'argent dans leur compte. Ils peuvent essayer de faire ça une fois, mais je pense que ça peut être rentable pour une société de maintenance ou pour un mainteneur qui n'est pas agréé Apple et qui va faire plusieurs réparations. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il pourrait négocier avec Apple le fait de garder les pièces nécessaires au démontage pendant une période X, parce qu'en principe, on est censé les garder une semaine maximum, hein. Est-ce qu'il pourrait les garder plus longtemps
avec une facturation peut-être de $49 par semaine, hein, ça c'est pas exclu, mais avec cette caution qui resterait bloquée chez Apple pendant une période X, dans lequel cas c'est amortissable si on a les outils, qu'on commande des pièces au fur et à mesure et qu'on fait les réparations, ça pourrait se justifier, mais pour des professionnels. Pour des particuliers, honnêtement, toutes ces manips, ce risque, ces déplacements, à mon avis, c'est un peu disproportionné. Gilles, quel est ton regard sur l'ouverture de ce service d'autoréparation qui va arriver chez nous dans quelques mois, si tout se passe comme prévu? C'est clairement pour se mettre en conformité avec les demandes, comment dire, les différents régulateurs ont accédé aux caprices, je le formule comme ça, des consommateurs. Et donc, il y a cette possibilité, mais Apple met les gens devant la responsabilité. Et, on voit au moins le coût et le coût en termes matériels, financiers et en termes de transpiration que peut représenter une réparation sur des objets qui sont technologiques et complexes. C'est la même chose que pour une voiture moderne avec la quantité d'électronique qu'il y a dedans. C'est plus l'iPhone 3GS où on pouvait, ou même jusqu'au 4 à peu près, 4S, on pouvait espérer faire des réparations soi-même. Là, c'est fini. La complexité est telle, les enjeux financiers, ça représente quand même un demi-SMIC, un modèle de base. Et davantage, au fur et à mesure où on a des modèles plus sophistiqués, il faut accepter de payer le prix du travail que représente une réparation sur un service qui n'est pas délocalisable, quoi. Élie, est-ce que tu as pu comparer le prix des pièces avec le prix que toi tu les payes, toi qui as un statut d'APR en France, voilà. Bah, c'est un peu plus cher en fait. Là, c'est en dollars. Il faudrait que je le remette en euros. Je vous dirai la prochaine fois. Je t'avoue que j'ai regardé les prix comme ça en dollars. Je me dis non, mais nous c'est moins cher. Bon, il doit y avoir une différence sur des pièces comme ça. Il doit y avoir une différence peut-être de 20 ou 30%. Mais bon, c'est quand on regarde tout ça, et là on parle que d'une batterie qui est quelque chose de pas très cher. Et quand on sait les démonter, parce qu'il y a cette colle qui tient la batterie, qui est un peu embêtante à enlever et à remettre, hein. Mais si on parle d'un écran, là, vous voyez, c'est sur des iPhone 12, 13 et SE. Sur un iPhone 13 ou 13 Pro, l'écran, ça vaut dans les 500 €. C'est-à-dire que déjà, quand vous allez commander votre écran, vous allez le payer plusieurs centaines d'euros. Si jamais vous le cassez, parce que c'est facile à casser, hein, si jamais vous le cassez, vous allez en recommander un deuxième. Donc là, vous êtes déjà au prix de l'iPhone avec 2 écrans. Hein. Et avec toujours le risque de, est-ce que vous avez bien réussi à resérialiser votre Face ID? Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Est-ce qu'en démontant l'écran, vous n'allez pas toucher à l'appareil photo? Ce qui peut provoquer des problèmes. C'est-à-dire que vraiment, moi par exemple, je ne touche absolument aucun iPhone. Aucun. Parce que c'est trop délicat. J'ai vraiment, et chez nous il y a un technicien qui est spécialisé iPhone, qu'on recrute spécialement parce qu'il a cette formation, et on a un ou deux autres techniciens qui sont capables de le faire parce qu'ils ont beaucoup d'expérience chez nous, mais qui hésitent à le faire parce qu'ils disent c'est quand même compliqué. Et on a eu le cas, même s'ils sont des techniciens confirmés, de la première fois qu'ils démontent un iPhone, ils ont tendance à casser quelque chose. Bon, après, c'est pour notre pomme, hein, mais c'est le prix de l'apprentissage, on va dire. Mais ça peut arriver une fois. Si ça arrive régulièrement, après, ça coûte trop cher. Hein. Donc, bien sûr. Tu avais une question, Gilles? Oui. Pour Élie,
Que deviennent les pièces dans ce cas-là? Vous, en tant que professionnel, vous êtes obligé de les repasser dans le circuit Apple. Que deviennent les pièces, puisqu'il y a la dimension e-waste et de la pollution éventuelle que peuvent représenter ces D'après ce que je sais, les personnes qui reçoivent les pièces ont l'obligation, je pense que ça fait partie du kit de retour, de renvoyer les pièces parce qu'Apple, pour éviter du marché gris ou d'avoir des pièces qui seraient réparées par quelqu'un et remises dans le circuit, exige vraiment que toute pièce, y compris chez nous, y compris dans un Apple Store, soit retournée en centralisé chez Apple. Et d'ailleurs, toutes ces pièces ont un numéro de série, donc Apple sait à qui ils envoyaient tel numéro de série. Et si quelqu'un essayait de tricher, je pense qu'il perdrait sa caution. Hein. Il a $1 300 de caution, ça fait beaucoup. Mais même quelqu'un qui jouerait avec ça, il revendrait la pièce à quelqu'un qui essaierait de remonter la pièce au moment de la sérialiser, même pour une batterie. Ça va sur un serveur Apple qui dit « Ah non, cette batterie a été envoyée à telle personne et pas renvoyée », il bloque, et alors là, vous vous trouvez avec un téléphone briqué. C'est-à-dire que la batterie marche pas ou l'écran marche pas, point, tant qu'on l'a pas renvoyé chez Apple. Donc, ça serait une mauvaise chose, il vaut mieux renvoyer la pièce, vraiment. Et encore, nous, on a 24 heures pour le faire, hein. 24 heures, pas une semaine. Donc... Bon, la conclusion qu'on peut faire, c'est que si vous ne vous y connaissez pas extrêmement bien et si vous n'avez pas plusieurs iPhones à traiter, on va dire, ça vaut pas le coup de s'emmerder, hein, pour parler simplement. Faites plutôt confiance aux APR, aux Apple Store qui ont l'habitude, qui prendront le risque à leur charge aussi s'il y a le moindre problème. Voilà, dans très peu de cas, finalement, vous serez sans doute gagnant d'un point de vue économique. Et puis, il y a aussi le temps que vous allez y passer, et le temps, c'est aussi de l'argent. Et donc voilà, ça a le mérite d'exister, comme on dit, hein. Mais ça a le mérite surtout d'éviter à Apple un procès de l'État américain pour abus de position dominante, concurrence déloyale, etc. C'est-à-dire qu'Apple dit « Ok, il y a une loi, nous respectons la loi. Toute personne a droit de réparer. C'est le droit à la réparabilité. Vous voulez réparer? Faites-le. Voilà combien ça coûte. Voilà les contraintes. Faites-le. » Et d'ailleurs, je pense que si la Commission européenne continue à les embêter sur Apple Pay ou les autres choses comme ça, un jour, ils vont être agacés, ils vont finir par dire « Ok, vous voulez le faire? Très bien, voilà les contraintes. S'il y a un problème de fraude bancaire, si vous perdez votre argent, si vous perdez... On ne veut pas le savoir. On le fait parce que la loi nous oblige à le faire, pas parce qu'on pense que c'est bon pour le client ou que c'est bon pour l'image de la marque. Ils le font sous la contrainte. Presque, on leur met un pistolet sur la tempe et on leur dit « C'est la loi, vous faites comme ça. » Apple dit « Ok. » Bon, on va suivre l'arrivée de ce service en Europe, et puis on va suivre aussi les retours d'expérience aux États-Unis de tous ceux qui vont en faire l'essai, soit parce qu'ils sont comme nous. On ferait l'essai si on était aux États-Unis, mais malheureusement, on ne peut pas faire de commandes depuis la France. Et puis, on va aussi suivre les essais du grand public qui va se frotter à ces outils, à ces manuels et à ces pièces détachées. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour l'info de la semaine. Facebook, les podcasts, ce sera fini le 3 juin. Un petit tour et puis s'en va. Un an après leur arrivée, Facebook se retire du marché des podcasts et plus globalement de l'audio. Le réseau social de Meta va supprimer les podcasts le 3 juin. Incessamment sous peu, il ne sera plus possible de soumettre un podcast à Facebook qui laisse les éditeurs se charger de la communication auprès des abonnés. Débrouillez-vous. Bon, sérieusement, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour Apple Podcast et Spotify qui voient disparaître ce qui aurait pu être un très gros concurrent il y a un an quand l'arrivée de Facebook a été annoncée. Ouais, on est très déçus parce qu'on pensait vraiment mettre nos podcasts à nous sur Facebook. Non, je plaisante. C'est vrai qu'on n'y a jamais été, hein, je crois, du coup. Mais en tout cas, oui, c'est un concurrent de moins pour eux, hein. Et puis ça montre aux autres que c'est pas si facile que ça, parce que après tout, il y aurait pu avoir d'autres sociétés tentées par ça, Microsoft, que sais-je, hein. Donc il y a des tas de gens qui pourraient faire des podcasts aussi. Ouais. Comment vous comprenez
ce retournement à 180 degrés un an plus tard de Facebook, Gilles? Parce que ils sont en train de mettre le paquet sur leur métaverse. Ils ont pas mal de difficultés apparemment. Donc, comme en plus le cours de l'action et la capitalisation boursière a pris du plomb dans l'aile, Oui. donc toutes les sociétés américaines et même en Europe, dans une configuration comme ça, on réduit la voilure et donc on coupe dans les projets non prioritaires. Et donc, ils mettent l'essentiel de l'effort sur le projet Metaverse qui est considéré comme stratégique et les projets annexes sont abandonnés. Alors à peu près au même moment, on a appris que le cofondateur d'Anchor, qui est aussi devenu le directeur technique des podcasts chez Spotify, quitte l'entreprise. Enfin, en tout cas, il va la quitter à la fin du mois de juin. Il s'appelle Michael Mignano. Et il était responsable de la partie technique des podcasts depuis plusieurs années, depuis le rachat de Anchor par Spotify en 2019 pour 150 millions de dollars à l'époque. Oui, Gilles, hein? Stop ou encore? Oui, c'est ça. Bon, on va dire Anchor, c'est la plateforme technique sur laquelle s'appuie Spotify, notamment pour les podcasts avec abonnement. Donc, si vous êtes abonné à i5 et on vous en remercie, en fait les podcasts et toute la gestion des abonnements et des épisodes est faite sur la plateforme d'Anchor. Élie, comment est-ce que tu interprètes ces mouvements là dans l'univers de l'audio digital en ce moment? Bah, je crois que comme d'habitude, il y a de la chasse au talent et qu'il y a des personnes qui ont une expertise et qui du coup sont demandées, ou alors ils ont fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire dans ce domaine-là. Et puis comme il y a d'autres opportunités dans la tech, ils essayent de faire autre chose. Hein. Donc c'est... Les gens qui sont dans des positions à ce niveau-là sont extrêmement demandés. Hein. Donc moi je pense qu'il y a certaines demandes et une certaine volonté de découvrir d'autres horizons. Quand on a passé des années à faire ça, je pense qu'à un moment donné, on a fait le tour. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour les podcasts ou pas? Parce que ça resserre du coup ça fait un gros concurrent potentiel de moins parmi les plateformes. Est-ce que ça veut dire que Apple Podcast, que Spotify, même si ils perdent visiblement un maillon important des podcasts chez eux, vont avoir davantage de marge de manœuvre maintenant que Facebook se retire? Probablement un peu. Maintenant, est-ce que le marché va être en forte croissance? On n'a pas vraiment de chiffres. Peut-être ça serait intéressant d'essayer d'en trouver sur la rentabilité de cette nouvelle catégorie qui sont devenus les podcasts payants chez Apple et chez Spotify. Parce que tant qu'on fait des podcasts gratuits, en fait, ça occupe de la place sur des serveurs. Il y a des gens qui sont très volontaires, comme nous dans iWeek, donc on donne de notre temps parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve que c'est sympa d'avoir un contact avec nos auditeurs et tout ça. Mais c'est pas un modèle économique. Derrière, il y a des gens qui ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Donc, est-ce que en faisant des podcasts, on arrive à gagner de l'argent? Déjà, les créateurs. Mais ensuite, les éditeurs, donc Apple, ils peuvent se le permettre, Spotify dans une certaine mesure aussi, mais à un moment donné, il y a un critère de rentabilité. Est-ce que c'est rentable de le faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Non, je suis pas d'accord. Enfin, je réponds à ta question. Aucune boîte censée n'entretient de danseuses comme ça au-delà d'une période extrêmement limitée. Il donne sa chance au produit, comme ils disent chez Apple, mais ensuite, c'est vite abandonné. C'est peut-être ce qu'a fait Facebook également. Ouais. Spotify, de mémoire, gagne d'ores et déjà davantage d'argent avec ses podcasts payants que avec la musique. Pour Apple, on ne saura pas, c'est inclus dans le
le grand sac des services, mais C'est intéressant. Pour Apple, je vais juste rappeler un truc, c'est que pour les podcasts gratuits, Apple ne gère pas l'hébergement. Ah oui. Apple, en fait, Apple Podcast ne fait que du référencement de fichiers qui sont hébergés sur d'autres serveurs, chez Acast, chez notre hébergeur de podcast dont j'ai oublié le nom, mais chez Ocha, voilà, la charge, le coût de la bande passante est pas pour Apple. Ils ne font que la vitrine en fait. Voilà. Donc, il y a quand même un coût, forcément. Je dis pas qu'il n'y a pas de coût, mais bon, en fait, ce sont les éditeurs qui prennent en charge ce coût-là. Bien sûr. Mais je crois que Gilles a raison parce que quand on regarde effectivement chez Spotify, ce qu'ils sont prêts à payer pour un podcast comme celui de Joe Rogan dont on a parlé abondamment, mais qui, après avoir traversé une période de tourmente, on va dire, la situation semble s'être stabilisée et je pense que il a beaucoup augmenté le nombre de ses auditeurs. Donc moi je le vois de plus en plus. Donc il y a une place pour des émissions comme ça. Il est vrai qu'ils avaient aussi un podcast d'Obama, mais je crois qu'il s'est retiré En fait, les Obama n'ont pas souhaité renouveler leur contrat avec Spotify. Et Spotify n'a pas... Enfin, on ne sait pas si Spotify aurait sans doute souhaité les garder, mais Obama ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas continuer à travailler avec une plateforme exclusive. D'accord. Bon. Voilà, donc il y a un écosystème qui va trouver ou pas son mode de croisière, mais en tout cas, c'est vrai que Spotify pour l'instant investit des sommes considérables pour avoir des grosses pointures et ça semble marcher puisque le nombre d'abonnés à ce type de podcast, il est juste incroyable. Oui. Bon on va suivre l'évolution évidemment. Dernière précision quand même pour compléter ce que je viens de dire. Les podcasts sur abonnement sont hébergés par Apple, en revanche, contrairement aux podcasts gratuits. Il faut bien justifier les 30% de commission aussi, donc voilà. Sachant qu'on a déjà un abonnement pour le gratuit, ça nous coûterait pas plus cher de faire héberger le podcast payant sur l'hébergement qu'on paye déjà, mais voilà. C'est Apple qui s'en charge et ça permet de justifier les 30% de commission. Bon, merci mes amis pour cette petite discussion sur le monde du podcast. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour Pommes, les 3 news de la semaine. Pommes, et on commence par ce retour sur les résultats d'Apple qui ont été annoncés il y a exactement une semaine, c'était jeudi dernier, des résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2022 qui correspond, comme vous le savez, aux 3 premiers mois de l'année, c'est un peu traître mais il y a toujours un trimestre d'écart entre le fiscal et le calendaire chez Apple. 97,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en hausse de 9% sur un an, et plus 5% pour le dividende pour les actionnaires avec 23 cents par action. Ce qui nous intéresse encore plus, Gilles, et on va le voir avec toi, c'est le détail produit par produit. On peut dire que tous les produits progressent, sauf la gamme iPad, c'est ça ? Oui, et c'est ça. On va commencer par les mauvaises nouvelles, relatives. Si tout le monde avait des mauvaises nouvelles comme ça, ouais, c'est ça. Tout irait bien. On est presque à l'épaisseur du trait, puisqu'il s'agit d'une baisse de 2% par rapport au trimestre équivalent de l'année dernière, avec 7,6 milliards de chiffre d'affaires, du fait des pénuries d'approvisionnement en composants. Sachant que la base installée continue de croître grâce à l'iPad Air M1. Ce qui est super intéressant, c'est que, comme pour le Mac, depuis des années, la moitié des acheteurs de l'iPad sont nouveaux sur la plateforme iPad. Pour l'iPhone, on a plus 5% de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, ouais, avec 50,6 milliards, malgré les contraintes en composants encore une fois, et une satisfaction de 99% pour la famille de l'iPhone 13. C'est dingue, 99%. Personne n'a ça.
C'est Apple. C'est presque des Ils ont chiffres de l'époque URSS ou des républiques bananières, tu sais. C'est ça. Non, ils vont. Eux-mêmes, ils étaient à 85 pour pas que ça soit. Ah bon, d'accord. Ah. Donc Ils iPhone ont l'air- plus 5. Ok. Ils ont l'air très très contents, comme d'habitude, hein, on dira, même s'ils n'ont pas voulu donner de détails à propos de l'iPhone SE, troisième du nom. Pour le Mac, c'est plus 15% par rapport au trimestre de mars de l'année dernière, avec 10,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La demande est très très forte sur le MacBook Pro M1 et c'est le 7e trimestre record à la suite. Pour les wearables, le Home et les accessoires, il y a un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars, une augmentation de 12% par rapport au trimestre de l'année dernière. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 en 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Wow. Et là, ce sont les 2/3 des acheteurs de l'Apple Watch qui n'avaient jamais acheté ce type de produit auparavant. Les 2/3. Apple qui continue, Gilles, à gagner de l'argent et de plus en plus avec les services et aussi à gagner de plus en plus d'abonnés. Oui, effectivement, on a plus 25% de comptes payants supplémentaires par rapport à l'année dernière et donc C'est énorme aussi. 825 millions de comptes payants, ce qui représente un nouveau record pour les services avec presque 20 milliards de dollars, 19,8. Un record absolu pour l'App Store, Music et le stockage iCloud, le service Apple Care également, et un record plus mécanique puisque la base installée augmente sur le trimestre de mars pour la vidéo, la publicité et les services bancaires. Finalement, Gilles, le contexte, alors la pénurie de composants, le Covid, la guerre en Ukraine, a moins pesé que ce qu'on craignait sur le premier trimestre. Oui, parce qu'il y a peu de répercussions encore sur la fermeture des opérations en Russie ou la flambée du Covid en Chine. C'est surtout la pénurie de composants qui a eu un effet qui a plombé le trimestre, toute proportion gardée. En tout cas, tu l'as dit, moins que le trimestre de Noël. Et le trimestre en cours, alors celui qui a commencé le 1er avril, là pour le coup, Apple ne donne même pas d'indication sur ce qu'ils attendent. Oui, sans cesse en mouvement et la force, difficile à prévoir est l'avenir, dit Tim Cook. Oui, maître Gilles. Oui, on va être totalement transparent. On aurait dû enregistrer hier le 4 mai. C'est vrai. La journée Star Wars. Donc c'était pour marquer le coup. Ouais, merci pour ce clin d'œil. Et donc pour le coup, avec les mêmes causes, c'est-à-dire le Covid et les pénuries de composants, Tim Cook prévoit davantage de conséquences avec un effet de 4 à 8 milliards en moins sur le chiffre d'affaires. Pour le trimestre de Noël, de mémoire, c'était 8 milliards également. C'était 6. Le taux de change aussi est beaucoup plus favorable au dollar et l'inflation pourrait également avoir un effet sur les volumes. Je crois Tim Cook a eu le nez creux puisque Foxconn a alerté qu'il gelait les embauches dans l'usine qui devait lancer la fabrication de l'iPhone 14. Oui, parce que alors, cette usine donc, est située à Chenzhou, c'est à 600 km au nord-ouest de Shanghai. C'est la plus grosse usine d'assemblage d'iPhone en Chine. Hein. C'est effectivement une usine Foxconn. Apple avait demandé à Foxconn d'embaucher plus que prévu en prévision du démarrage de la production de l'iPhone 14. Et puis le confinement est arrivé là en début de semaine. Alors confinement de 7 jours, hein, c'est la première, enfin c'est la première salve, mais est-ce qu'il va être prolongé ? Alors a priori il a pas d'effet négatif sur la production en ce moment. À croire que les ouvriers dorment sur place, je ne sais pas.
C'est déjà arrivé. Hein, je pense que c'est quelque chose comme ça. Quand on voit les photos des halls de l'usine, c'est assez impressionnant. Ça ne donne pas très envie pour être clair. En tout cas, on a l'impression d'être à un moment un peu charnière. C'est-à-dire soit ça bascule dans le confinement vraiment dur, et dans ce cas-là, si l'usine était arrêtée, ça pourrait avoir des conséquences là, sans doute assez sérieuses sur la production. En revanche, si le confinement se limite à 7 jours et si, entre guillemets, tout revient à la normale à partir de la semaine prochaine, effectivement, comme le disait Tim Cook la semaine dernière, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'étais étonné parce qu'il y avait effectivement cette réserve sur le trimestre en cours et en même temps un message de relatif optimisme sur le fait que les confinements n'avaient pas d'impact majeur, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as compris, Gilles ? Oui, parce que Foxconn a tellement d'usines d'assemblage sur l'ensemble du territoire de la Chine continentale qui peuvent basculer les productions avec une certaine latitude d'une ou 2 semaines, le temps d'acheminer les composants, et ils peuvent jouer comme ça d'un confinement à une zone qui se libère. La zone de Shanghai avait l'air de devoir se libérer un petit peu. En tout cas, c'était le message que Tim Cook a fait passer jeudi dernier. Maintenant, oui. Ouais. Je voulais ajouter maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va comment ça va évoluer, quoi. Maintenant, c'est Pékin qui est sous la pression, et encore une fois, il y a Mark Gurman en parlait dans sa dernière lettre dimanche. Il y a cette dépendance d'Apple vis-à-vis de la Chine, et ça pose un certain nombre de problèmes à court, moyen et même long terme. Élie. En fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que, bon, bien sûr, Tim Cook s'adresse à ses actionnaires, il s'adresse à toutes les sociétés qui observent Apple et qui vont ensuite décider du cours de l'action, entre autres. Il est obligé d'être optimiste, c'est-à-dire qu'il dit, OK, il y a ça, parce qu'il peut pas mentir, mais on est optimiste, mais on va prendre des mesures, mais Foxconn est capable d'eux, etc. Mais à côté de ça, la réalité, et sans parler de l'iPhone 14, parce qu'on parle d'un produit au mois de mai qui va sortir en mois de septembre, mais qu'il faut fabriquer, bien entendu. Mais la réalité actuelle, c'est que sur tout le reste de la gamme, donc les Mac en particulier, on est sur des délais où, on en a parlé dans i5, et on va peut-être en reparler, on est sur des délais maintenant sur certains modèles août. Commande en mai, aujourd'hui vous passez une commande, vous avez votre produit au mois d'août. On n'a jamais connu ça dans l'histoire d'Apple. Pour le Mac Studio, ouais. Pour le Mac Studio, mais au début, le premier Mac. Sur des produits traditionnels, MacBook Air, iMac 24, etc., on est passé de 6 à presque 8 semaines. Donc, c'est pas des produits livrables en 24-72 heures. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va faire, que ce soit les APR ou que ce soit les Apple Store ou les vendeurs en ligne, pour faire du chiffre d'affaires qu'Apple va annoncer fièrement à la fin du trimestre, si on n'a pas des produits à vendre? Parce que même sur l'Apple Store en ligne, les délais sont énormes. Hein. Donc, pour faire du chiffre d'affaires, il faut avoir des produits. Hein. On ne peut pas vendre du virtuel, on n'est pas encore dans le métaverse. Ça va venir. Il faut faire attention, parce que j'ai lu il y a quelques heures qu'un actionnaire de Netflix va porter plainte contre Netflix pour ne pas avoir suffisamment anticipé le début de la baisse du nombre d'abonnés, clairement de pas l'avoir laissé entendre aux actionnaires qui auraient pu peut-être vendre une partie de leurs actions avant que le cours ne dégringole de 30%. Bon, on est dans une période vraiment charnière en ce début mai, avec effectivement normalement la production de l'iPhone 14 qui va commencer à se préparer. Hein. Oui. Dans le timing, c'est quoi le timing? C'est à partir du mois de juin, ça tourne à plein régime normalement?
Oh, il faut bien 2-3 mois pour arriver à stocker les 90 millions d'unités qui sont nécessaires à une sortie de produit. 90 millions, on dit ça vite, mais... Donc ils lancent d'abord une série de productions, ils vont sortir d'abord une production de quelques centaines d'unités pour tester les chaînes de fabrication qui vont être testées, puis ensuite ils vont faire une production peut-être de quelques milliers ou dizaines de milliers d'iPhone pour être sûr que tout va bien lorsqu'on lance la machine. Ils refont un contrôle qualité et si tout est bon, alors là ils poussent sur un bouton et alors là c'est lancé en production par millions. Et là, il faut pas qu'il y ait des trucs qui marchent pas. C'est pas le moment. Là, ils peuvent plus arrêter. Gilles ? Oui, le grand boom, c'est fin juin pour la production de masse que décrivait Elie. Là, devraient commencer à arriver les composants et la chaîne de logistique se met en place. Bon, on va suivre évidemment cette actualité au jour le jour, notamment dans F5. Et donc, un seul conseil, abonnez-vous à notre podcast quotidien. La deuxième news de la semaine, c'est ce classement des vendeurs d'ordinateurs au premier trimestre 2022. On parle du même trimestre, donc de janvier à fin mars. Classement établi par Canalys et Apple. Arrive en tête de ce classement. Première marque d'ordinateur au monde au premier trimestre. Apple avec 1% de plus, 22,3 millions de Mac vendus. Apple a doublé Lenovo qui lui perd 12%. HP perd 18% à la troisième place. C'est un classement qu'on n'a pas vu depuis très longtemps de mémoire. Je ne me souviens pas avoir vu Apple en tête des ventes d'ordinateurs. Oui, il faut remonter très loin dans notre histoire, mais je pense que c'est dû à un double phénomène. La popularité des nouveaux produits, donc tous les nouveaux produits qu'a sorti Apple, que ce soit les M1, les M1 Pro, les Ultra, les derniers Mac Studio, etc., rencontrent vraiment leur public. Ce sont des produits qui sont très bien perçus. Et de notre côté, Apple a été effectivement plus malin au niveau des composants, où ils avaient des meilleurs contrats, où ils les ont fait très en avance de phase, ce qui fait que par rapport, moi je discute avec des gens effectivement qui travaillent dans le marché PC, donc HP, Lenovo, tout ça, et donc j'ai des confrères là-dedans, et qui eux de toute façon sont hallucinés par les délais de production. Il y a des sociétés où ils sont sur des délais de 12 mois sur certains arrivages de composants, dans des domaines de serveurs, mais c'est des choses importantes. Si vous regardez par exemple aujourd'hui pour les grands professionnels, vous commandez un switch Cisco, un gros truc d'infrastructure pour des grandes sociétés, le délai moyen c'est entre 12 et 14 mois. Donc ok, ils prévoient, mais il faut qu'ils aient des réserves. Si vous avez un switch chez TF1 qui tombe en panne, j'espère qu'ils en ont quelques-uns en réserve, parce que si on dit oui, bien sûr, monsieur, vous l'aurez l'année prochaine, on est sur des délais dingues, on se rend pas compte. Ouais. Au-delà du classement, comment est-ce que vous expliquez la chute de Lenovo et de HP ? Est-ce que c'est justement lié à cette pénurie qui fait que certaines marques peut-être moins organisées, moins puissantes auprès des fournisseurs, passent en deuxième, troisième ou quatrième et du coup n'ont pas les pièces pour fabriquer ? Parce que moins 12 et moins 18, c'est violent. Mais si en même temps ils peuvent pas livrer, donc parce que je pense pas qu'ils aient sorti des mauvais produits. Lenovo et HP sont sur des marchés stables, ils ont des clients stables, etc. Donc la chute, c'est pas l'apparition de Windows 11, même si le taux d'adoption est plus faible que ce qu'aurait souhaité Microsoft, et puis certains constructeurs le livrent d'office sur les machines. Il peut y avoir une certaine méfiance de grosses sociétés en disant oh là là, pour l'instant on va rester sur 10 et on planifiera le passage à 11 tranquillement. Mais ça n'implique pas le fait de ne pas acheter des produits. Je pense que c'est plutôt des délais de livraison. En tout cas, j'ai pas de meilleure explication. Peut-être que Gilles en a une. Gilles ? Non, ils ont rien à vendre. Déjà, la première pandémie, les gens avaient commencé à acheter tout ce qu'il y avait de disponible, tout ce qui était sur étagère et là, il y a vraisemblablement
plus rien. Et il faut parler du génie, enfin, de la logistique que peut être Tim Cook. Ils ont appris à planifier et à acheter d'avance les composants qu'ils estiment avoir besoin, et donc ils achètent d'avance, ils paient d'avance, ils réservent les composants dont ils ont besoin dans les 3, dans les 6 mois, et ils prennent tout ce qu'il y a. Ils ont commencé à faire ça avec le micro disque dur de Toshiba pour l'iPod en 2001. Ils ont fait ça ensuite avec de la mémoire flash, et ils se mettent en même temps, puisqu'ils ont la trésorerie, ils se mettent en même temps à l'abri des variations aussi de prix des composants. On reparlera du bouquin tout à l'heure, mais j'ai lu que quand Tim Cook, quand il est arrivé chez Compaq, il a optimisé la chaîne logistique. Les composants arrivaient 2 heures avant leur utilisation. Oui, c'est vrai. Sur la chaîne de production. Flux tendu. C'est ça, le juste à temps dans ce qu'il a de plus formidable, quoi. Mais surtout, il l'a déporté, c'est-à-dire qu'en fait, les composants restaient chez les fournisseurs et arrivaient chez Apple juste à temps pour être montés dans les machines, alors qu'avant, Apple stockait dans ses propres usines pour avoir du tampon. Donc, et du coup, ça faisait du stock qui des fois pouvait durer, etc. Donc, ça, c'est son génie, ça a été ça. Mais avec des risques, quand tu es en flux tendu, il faut pas qu'il y ait un cargo qui attend au large d'un port en Chine, parce que là, le flux, il est rompu. Alors toujours selon Canalys, sur le marché des tablettes, Apple et Samsung perdent chacun 2 points, mais Apple reste numéro 1 avec près de 15 millions d'iPads vendus. Bon là, il y a quelque part une forme d'égalité entre les deux marques. Oui. Et même cause, mêmes effets, c'est-à-dire qu'ils sont tous victimes de la pénurie, où autant Apple va faire de son mieux et au-delà de son mieux pour que les ventes d'iPhone restent stables, et quitte à switcher des composants, on l'a vu les trimestres précédents, de l'iPad vers l'iPhone. Alors du coup, les iPhones sont sortis, et les iPads, il y a eu moins de disponibilité à un moment donné sur les pros, à cause des M1, sur les iPad mini, toujours à cause des processeurs A15, etc., etc. Donc, à un moment donné, ils ont un nombre donné de composants, ils les allouent et ils les mettent là où ils en ont le plus besoin. Donc, après, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est pas que l'iPad est pas populaire, c'est juste qu'on n'a pas de produits à vendre. On peut dire ça. Bon, c'est une bataille qui va durer encore plusieurs trimestres probablement. Je crois qu'Intel parle d'une pénurie qui durerait jusqu'au 2e semestre de l'année prochaine, si j'ai bien lu. On passe à la 3e news de la semaine dans ce POMES. Elle s'appelle Daisy Ushkashevich et elle va rejoindre Apple, même si officiellement, Ellie, elle a pris sa retraite. Mais oui, et en plus, vous savez où est-ce qu'elle va chez Apple ? Elle va dans un truc qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez bien sûr. L'Apple Car, mais moi je croyais qu'ils avaient arrêté de l'Apple Car, on n'en parlait plus depuis des semaines, ça faisait plusieurs émissions qu'on parlait plus de l'Apple Car. Mais que vient-elle faire dans cette galère ? Par respect pour toi. Toi. J'imagine. Que vient-elle faire dans cette galère, cette dame ? On peut rappeler le départ de Doug Field, qui était l'une des éminences grises du projet Apple Car, dit la rumeur, il y a quelques mois pour Ford. En fait, il était retourné chez Ford, d'où il était venu. Cette fois, c'est cette Daisy Ushkashevich qui vient de Ford pour rejoindre Apple. Oui, et ce n'est pas n'importe qui, parce qu'en plus, c'est une dame qui, chez Ford, elle a travaillé 30 ans chez Ford, donc c'est vraiment quelqu'un qui était là depuis longtemps. Et en fait, c'est une spécialiste de tout ce qui est sécurité. Donc, système de sécurité, intérieur de la voiture, avec encore une fois de la sécurité, et elle avait même été promue directeur global, donc de tout ce qui était sécurité automobile.
Donc, pour tous les modèles, y compris les non électriques, etc., etc. Donc, même s'il a quand même une expertise aussi dans la partie véhicule électrique. Donc, il s'occupe vraiment en tout cas, ses compétences sont très très vastes. Hein. Il s'occupe aussi de carrosserie, il s'occupe de l'aménagement intérieur de la voiture, etc. Donc là, c'est un poste qui correspond plus à une réelle voiture ou van ou tout ce qu'on veut, plutôt qu'à un système de conduite qu'on intégrerait ailleurs. Hein. Donc, du coup, est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt? Est-ce que, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bon, bah on va suivre aussi cette péripétie, cette folle histoire de l'Apple Car. Elle finira peut-être par sortir un jour, cette voiture. Bon, quand je vois le mal qu'ont les fabricants à sortir des voitures en ce moment, je suis pas sûr que ce soit la meilleure période pour se lancer. Mais Apple a sans doute besoin encore de quelques années pour nous proposer sa propre vision de la voiture. Élie, je te propose de ne pas t'éloigner trop, parce que dans quelques instants, on va se retrouver dans ta cuisine. Parce que oui, c'est l'heure du dîner. Mais oui, on est prêt. Le dîner d'Élie, entrée, plat, dessert à prix d'amis, c'est toutes les semaines dans iWeek, la semaine Apple. Avec toi, Élie, on va commencer par l'entrée. Avec quoi vas-tu nous régaler ? Ah ben, j'ai fait un petit changement dans mon menu par rapport à ce que j'avais préparé. Donc, parce que en fait, le plat principal, j'ai pris quelque chose qui a pris un peu plus d'importance pendant les heures qui viennent de se dérouler. Et donc, on va commencer quand même par l'entrée. L'entrée, c'est quelque chose de sympathique, c'est léger. On a parlé dans i5 de cette invitation qu'avait proposée Apple à certains développeurs de participer en présentiel à la WWDC. Oui. Et donc, avec un tirage au sort, et donc, j'ai réussi à me procurer, en fait, la photo, en fait, la copie d'écran, donc tu vas pouvoir l'afficher, de l'invitation qui a été envoyée. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà. Donc, le vaisseau mère HQ Headquarters, mais avec cette vue de l'Apple Park, vue d'en haut avec le logo Apple. Donc, c'est un peu comme si la maison mère appelait ses ouailles, venez à moi, venez dans le nid. Et donc, voilà. Donc, les heureux élus auront le droit de participer sur place. Tu peux descendre un peu vers le bas, parce qu'on voit pas le sommet de l'Apple Park. Je vais essayer de scroller si l'image. Mais le partage d'écran, tu vois, j'ai beau tirer de cet écran, il l'a coupé. Bon, ok. Donc en fait, c'est l'Apple Park. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que on reconnaît. Ils pourront participer en fait à la WWDC. Alors bien sûr, ils verront la vidéo de la keynote, parce que ils la verront dans le merveilleux écran du Steve Jobs Theater, donc en très grand écran avec le confort incroyable de ce Steve Jobs Theater. Mais ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'ils pourront rencontrer en présentiel les ingénieurs d'Apple qui seront sur place. Donc, je pense qu'au maximum, il y a 1 millier, puisque c'est la capacité du Steve Jobs Theater, de développeurs, entre guillemets, et journalistes, qui seront invités à être là sur place pour discuter avec les ingénieurs d'Apple. Principalement des développeurs. Il n'est pas exclu que quelques vedettes du monde des médias très proches d'Apple soient quand même invités, du style Walt Mossberg ou des gens comme ça. Donc, mais on est d'accord, ils vont regarder la vidéo sur l'écran du Steve Jobs Theater. Il n'y aura Absolument. pas de keynote en live, en réel devant eux. Non, c'est dit très clairement. Vous assisterez à la keynote en vidéo depuis le Steve Jobs Theater et vous pourrez ensuite rencontrer des ingénieurs d'Apple en présentiel. Et ils les feront, ça c'est une nouveauté, ils pourront aller visiter le Developer Center qui est apparemment un bâtiment Apple dédié aux développeurs. Qui fait partie du campus, qui est totalement nouveau. On ne savait pas qu'il y avait un Developer Center. Ben non. Alors, est-ce qu'il fait partie de l'Apple Park, de ce rond, ou est-ce que c'est un des bâtiments qu'il y a en périphérie d'Apple Park ? On n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais on le saura bientôt. Mais en tout cas, voilà, il y a un Developer Center, on ne le savait pas. Peut-être qu'il faut qu'on pose la question à un de nos camarades développeurs qui vient nous voir de temps en temps pour savoir s'ils étaient au courant. Bah écoute,
Je pense surtout qu'il faudra qu'il nous raconte si l'un d'eux a la chance d'y aller. On lance d'ailleurs un appel à nos amis développeurs qui écoutaient iWeek. Si vous avez prévu d'y être, si vous avez la chance d'être choisi, parce que il faut le dire aussi, hein, il faut se manifester, il faut postuler pour éventuellement être l'un des Happy Few qui seront à l'Apple Park le 6. Oui, et d'après ce que j'ai compris, il y a 2 invitations, on n'en a eu qu'une. Une qui vous dit « Manifestez-vous, vous serez tiré au sort et on vous préviendra si vous faites partie des heureux élus ». Et il y en a d'autres qui vous disent « Dites-nous si vous êtes disponible, vous êtes invité ». Oui, il y a ceux qui sont invités s'ils peuvent, et il y a ceux qui veulent y aller et qui seront tirés au sort. Alors, si vous voulez vous inscrire pour être éventuellement choisi, ça se passe entre lundi 9 et mercredi 11 mai, de 18h à 18h heure française, 48 heures plus tard. Voilà. Vous avez un créneau de 2 jours pour postuler, vous inscrire, et puis vous saurez sans doute assez rapidement si vous faites partie des heureux élus. On passe au plat de résistance, Elie. Oui, absolument. Donc c'est un plat typiquement breton de la marque Tipiak, car figurez-vous qu'ils ont copié notre design encore une fois. Et de qui je parle? Je parle d'Intel. Parce que figurez-vous que Intel aurait copié le système de fabrication des puces M1 et qui vont s'en servir pour la 14e génération de processeurs Intel qui s'appelle Meteor Lake et qui vont utiliser en fait les technologies de gravure en 5 nanomètres utilisées par TSMC pour fabriquer les M1. Et donc, est-ce que la fuite de certains ingénieurs d'Apple, certains chez Intel, mais certains dans d'autres sociétés, n'a pas quelque chose à voir là-dessus? En tout cas, je crois que tu as eu toi-même des informations concernant une société qui est dans le collimateur d'Apple, en plus. Oui, alors c'est un petit peu la même histoire, c'est-à-dire que le M1 fait envie aux concurrents d'Apple, alors aux concurrents historiques comme Intel, et puis aussi aux nouveaux concurrents comme cette start-up, alors qui apparemment depuis l'été dernier ciblait les membres de l'équipe Apple Silicon chez Apple avec la volonté de les débaucher. Et parmi les conditions d'embauche donc dans cette start-up qui s'appelle Rivos, il y a sans doute eu, on va dire, une forte incitation à venir avec quelques secrets de fabrication, à tel point que Apple a porté plainte en expliquant. Alors apparemment, Apple avait une surveillance assez active sur ses ingénieurs parce que ils savent tout de ce qu'ils ont fait. Donc, je cite: certains ont utilisé plusieurs supports de stockage USB pour transférer des documents sur des appareils personnels. Ils ont aussi accédé aux détails les plus secrets d'Apple dans des applications collaboratives et ont utilisé AirDrop pour transférer des fichiers. D'autres ont sauvegardé des présentations volumineuses estampillées propriété d'Apple confidentielles à propos des puces actuelles et d'autres pas encore sorties sur leur cloud personnel. L'un d'eux a même réalisé une sauvegarde totale de son appareil de travail grâce à Time Machine sur son disque dur personnel. Bon, entre parenthèses, ça s'appelle du flicage, mais sur des sujets aussi sensibles, voilà, Apple a au moins quelques biscuits pour porter plainte et pour réclamer sa part d'un éventuel gâteau si Rivos sort des processeurs qui ressembleront de près ou de loin aux processeurs Apple, Gilles. Ça va aller au-delà de ça, mais le processeur M1 et l'Apple Silicon, c'est vraiment les joyaux de la couronne, et c'est pas étonnant que ça soit c'est pas du flicage, c'est de la vidéosurveillance, enfin de la télésurveillance, et c'est normal qu'ils le surveillent. Ils ont au moins 2 ans d'avance sur la concurrence. Je pense que ça ira au-delà de réclamer une part du gâteau. Ils vont saigner, je pense. Rivos, Apple va être extrêmement agressif dans les demandes qu'ils vont faire à la cour, dans les attendus qui seront pas les attendus, les demandes qui seront assorties de la plainte. Ça va être
c'est l'arrêt de l'activité qui va être réclamée. C'est trop grave. Je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est pas rivose, c'est craignos, parce que en général, quand on monte une start-up, c'est qu'on a une idée. On monte pas une coquille vide pour débaucher les ingénieurs des entreprises les plus innovantes du secteur, quoi. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Bon, en tout cas, ils ont une stratégie assez claire, hein, c'est de faire venir d'anciens de chez Apple, de l'équipe Apple Silicon, et qui ont la capacité de leur apporter plus que leur talent personnel. Clairement, oui. Ouais. Bon, allez, on va suivre encore un dossier à suivre, parce que forcément, ça va connaître des débouchés, cette histoire de plainte. On passe au dessert, Ellie. Oui. Est-ce que tu vas nous adoucir un petit peu le palais avec ton dessert ? Alors, totalement. Donc là, c'est un dessert très sucré. Mais c'est en même temps un conte de fées. Moi, j'aime bien les contes de fées sucrés, puisqu'en fait, Apple, figurez-vous que de temps en temps, cette société qui est des fois très dure avec certains de ses partenaires ou de ses sous-traitants, est capable de jouer au Père Noël quand ils veulent. Donc, ils avaient quelques dizaines de milliers d'euros quand même à dépenser. Ils se sont dit, et si on faisait un cadeau, pas à Noël, mais juste là, à quelqu'un de méritant. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé un jeune vidéoblogueur, donc qui fait apparemment des choses assez jolies, et qui s'était plaint qu'il n'arrivait plus à monter ses émissions parce que il n'avait qu'un MacBook Pro d'il y a quelques années avec un disque de 500 gigas, donc qui était plein, donc voilà, il y arrivait plus, et donc ils ont contacté quelqu'un et ils lui ont demandé, écoute, on va lui faire une surprise, invite-le à ton studio pour lui présenter tes émissions, et tu vas lui offrir toute une série de produits Apple que nous allons te passer, et ça sera gratuit, mais évidemment tu vas filmer tout ça parce qu'on va l'utiliser. Et donc il y a une vidéo qui est sortie, et c'est une vidéo qui est très très sympa, très bien montée, et qui fait un peu chaud au cœur, parce qu'on voit ce jeune garçon, on va vous passer un petit extrait, hein, on vous donnera le lien de la vidéo complète, et donc ce jeune garçon qui déjà est admiratif devant un peu son mentor, et puis qui commence à lui parler des outils qu'il utilise. Alors il pose un MacBook Air M1 sur la table, à côté il y a un iPhone, à côté il y a des HomePod mini, à côté il y a et puis il lui montre, il dit voilà, il dit bah tiens, je te l'offre. Et donc là, il ouvre des grands yeux, il dit quoi, c'est pas vrai? Et puis après, il commence à lui sortir des produits. Derrière ce Mac M1, quand même un gros modèle, hein, avec 2 Tera de stockage, etc. Il va lui sortir, il dit bon, ton éclairage, il n'est pas assez au point. Il lui sort un système d'éclairage professionnel. Il dit bon, pour tes backups, il lui sort un disque dur de 24 téraoctets. Et puis, donc déjà, l'autre, il ne sait plus où se mettre. Et puis derrière, il lui sort un Studio Display, et derrière, un Mac Studio, mais alors le modèle ultra, hein, le modèle haut de gamme. Il dit bah voilà, tout ça c'est pour toi. Bon, c'est de la promo, c'est histoire de faire saliver les autres, ceux qui n'ont pas le droit au cadeau. Ouais, mais en fait, ce que j'ai retenu, c'est pour ça que je voulais qu'on montre ça un peu comme dessert. C'est tout simplement la tête du jeune homme qui se bat pour se développer, mais qui a pas les moyens. Et puis je sais pas comment c'est arrivé, mais bon, voilà, pour lui, c'est vraiment Noël en plein printemps. Et bon, pour Apple, c'est quelques milliers ou quelques de dollars. C'est pas grand chose. Ouais, surtout que la vidéo va devenir un tout petit peu virale, et comme pub, ça montre qu'Apple est une boîte qui est capable d'aider les jeunes créateurs, méritants, etc. Donc c'est sûr que c'est de la promo, hein. Mais bon, c'était une histoire pour finir, un petit dessert. Voilà. Je pense que personne va être dupe, et elle va surtout faire beaucoup de jaloux, cette vidéo. Je suis pas totalement sûr de l'effet positif d'une telle vidéo, mais bon. À part pour le jeune homme. À part pour le jeune homme. Tant mieux pour lui, comme on dit. Merci Ellie pour ce dîner. On marque une petite pause, et puis on va se retrouver pour le focus de Gilles Donès.
Et on va revenir sur la relation compliquée entre Tim Cook et Johnny Ive. À tout de suite. Le focus de Gilles. After Steve, le premier livre sur l'après Steve Jobs chez Apple est sorti il y a quelques heures. Alors le sous-titre est particulièrement cinglant. Comment Apple est devenue une société qui pèse 3000 milliards en perdant son âme. Et Gilles, l'auteur Trip Mickle, il raconte notamment les raisons du départ de Johnny Ive en 2019 après 3 décennies à Cupertino, c'est ça ? Oui, tu l'as dit, hein, ce week-end, c'est le New York Times qui a publié un papier qui en dit un peu plus sur ces raisons qui ont conduit au divorce entre Johnny Ive et Apple et son président directeur général Tim Cook en particulier. Le bouquin vient juste de sortir effectivement puisqu'il est disponible depuis le 3 mai. Alors de quoi est-ce qu'il est question, Gilles ? Alors pour ce qui est du bouquin, on voit comment la personnalité de Tim Cook a fait petit à petit évoluer le fonctionnement de la société vers davantage encore de rentabilité, au point d'en faire une société aux 3000 milliards de capitalisation boursière et à la rentabilité inégalée. C'est d'ailleurs pour cela que Steve avait été le chercher chez Compaq en 1998, où Apple était au bord de la faillite et souffrait d'une véritable hémorragie financière. Et beaucoup moins, diront les esprits chagrins, centrés sur les produits, sur l'innovation. En ce qui concerne l'article, il a approfondi ce qu'on savait déjà ou ce qu'on pouvait deviner avec un peu d'intuition. Mais le récit de ces deux sensibilités qui s'éloignent à présent que Steve Jobs n'est plus là pour servir de clé de voûte à la cathédrale est assez particulier. On pourrait aussi parler de la tectonique des plaques. Trip Mickle a une image très efficace. Il parle d'étoiles de mer avec 5 bras à propos d'Apple, l'excellence du marketing, le design, la conception des produits et la chaîne logistique. Il aurait même pu pousser plus loin sa métaphore quand l'un des 5 bras se détache, et c'est déjà arrivé pour Apple à plusieurs reprises, comme pour l'étoile de mer, il repousse. Mais en l'occurrence, avec le changement à la tête, ce n'est plus la même entité. Ouais. Gilles, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce qui s'est passé entre Johnny Ive et Tim Cook ? Alors, bien entendu, le décès de Steve Jobs a été un choc. Mais on peut dire que c'est le lancement de l'Apple Watch qui a vraiment fait toucher du doigt à Johnny Ive que, décidément, les choses ne seraient plus jamais les mêmes et que sans doute il avait plus sa place à Cupertino. Du moins, celle pour laquelle il avait quitté Londres avec appréhension à la fin des années 80. C'est-à-dire une boîte où le produit était au centre de toutes les attentions et le design au premier chef, a fortiori depuis le retour de Steve. Alors bien sûr, il n'y avait plus les visites quasi quotidiennes de Jobs au studio de design et l'attention toute particulière qu'il portait au processus d'élaboration en cours, tandis que Tim Cook n'y a mis que rarement les pieds. Et c'est surtout au moment où il a fallu discuter du lancement de l'Apple Watch que Johnny Ive, qui voulait une mise en scène de plus de 25 millions de dollars tout de même, il s'est passé quelque chose. Même si Ive a eu gain de cause au final, ça a beaucoup toussé et c'est là qu'il a senti qu'il était temps de partir, alors même que Tim Cook lui avait donné davantage de responsabilités. Après le décès de Steve, il a demandé à prendre du champ et il s'est petit à petit désinvesti. Personnellement, je reste persuadé que c'est cette relation privilégiée, presque symbiotique avec Steve, qui lui manquait profondément en définitive, en même temps que cette véritable communion autour du produit et son design. Élie, tu veux intervenir ? Oh ben, c'était juste pour donner des petites précisions. J'ai pas fini le livre parce qu'il est sorti, comme a dit Gilles, le 3 mai. Donc j'ai lu une partie, mais pas encore la totalité. Mais il y a des petites anecdotes qui sont assez
assez prenante et qui explique un tout petit peu le contexte. Hein. C'est-à-dire que cette relation de Johnny Ive et Steve Jobs, il parle du moment du décès. Qui était où? Et en fait, Johnny Ive était dans la maison de Steve au moment de son décès. Et il était dans le jardin de la maison au moment où il est décédé. Il a eu une conversation avec lui juste avant. Et Steve Jobs lui aurait dit, d'après le livre, ce qui va le plus me manquer, ce sont les discussions que nous avions ensemble. Tu vois? Et derrière, je pense qu'il y a une histoire. Ce sont des personnes avec des égos totalement surdimensionnés. Et je pense qu'il s'est senti délaissé. À un moment donné, Apple a arrêté de faire les vidéos où Johnny Ive commentait chaque produit comme si c'était vraiment lui le produit. Et on adorait ces vidéos-là, hein, donc avec sa voix qui parlait de la fabrication des produits, etc. Et il donne une anecdote sur une des dernières présentations qui était celle du Mac Pro, où en fait... il y avait évidemment tous les journalistes qui étaient là, Johnny Ive était là, Tim Cook est arrivé entouré de sa cour, de son état-major, mais Johnny Ive était à côté. Il s'est approché pour faire en sorte de lui présenter le Mac Pro, qu'il connaissait bien sûr par cœur, mais c'est le jeu marketing devant toute la presse, il lui a présenté le Mac Pro. Tim Cook a commencé à parler avec les journalistes, Johnny Ive était de côté, il s'est mis dans un coin de la salle, il est parti. Il n'est pas resté. Donc là, il y avait déjà un truc qui allait plus. Gilles, est-ce que toi, tu as fini After Steve? Non, il y a 600 pages. Hein. J'en suis à peine au 4e chapitre. Il est vraiment extrêmement intéressant dans la mesure où on a vraiment une explication à ce que on voit actuellement se dérouler sous nos yeux. J'ai une conclusion provisoire, si tu veux bien. Le New York Times a signé, en l'occurrence, un joli coup, puisque jusqu'au mois dernier, Trip Mickle était reporter dans la baie de San Francisco pour le Wall Street Journal, et qu'il est donc parti avec sa somme, hein, on l'a dit, plus de 600 pages, construit à partir de plus de 200 interviews. C'est le standard pour ce genre d'enquête aux États-Unis. C'est le genre de travail, d'enquête très fouillée, qui s'improvise pas, et je ne sais pas si c'est le sujet qui a aidé Mickle à prendre la décision de partir, ou si ça lui a été utile pour négocier son départ, mais il y a certainement de quoi doublement faire réfléchir le staff du Wall Street Journal sur la manière de conserver ses collaborateurs les plus talentueux au sein de la rédaction. Merci Gilles. Et puis puisqu'on parle de Johnny Ive, du design, etc., j'imagine que vous avez vu ce tweet de Tony Fadell il y a quelques jours. Qui a un petit peu fait la promo de son nouveau bouquin à l'occasion de la publication de cette photo sur laquelle on voit 6 prototypes d'iPod Nano qui avaient été imprimés en 3D à l'époque pour avoir quelque chose entre les mains. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Alors, c'est pas du tout des prototypes fonctionnels, mais on voit très très bien les différentes pistes qui avaient été étudiées en termes de design. Alors, il y avait plusieurs tailles d'écran. Il y avait même un iPod Nano avec juste un écran assez grand. J'ose pas dire bord à bord comme dans i5 parce que vous allez encore me tomber dessus, mais quelque part, il préfigurait un petit peu le design de l'iPhone en 2007. Vous avez vu, j'imagine, cette photo? Absolument. Ouais, je l'ai sous les yeux même. Gilles, toi qui as tellement étudié l'iPod avec ton bouquin, le bouquin que tu as coécrit, iPod Backstage, est-ce que tu étais au courant de ces différents designs? Non, du tout. Petit à petit, il y a des choses qui remontent un peu comme malheureusement les lacs du sud-ouest des États-Unis qui s'assèchent petit à petit. Mais non, c'est on sait hein, qu'ils ont travaillé sur énormément de prototypes. Au départ, les gens ne croyaient pas en interne chez Apple, ne croyaient pas au design blanc sur la face avant et de l'aluminium brossé derrière avec la pomme. Il y a vraiment eu beaucoup de travail sur ce design, et tous les designs d'iPod Nano n'ont pas été réussis au fur et à mesure des lancements et des années. Il y a eu des modèles qui ont été plus ou moins pratiques, on va dire.
Merci Gilles en tout cas pour ce focus et vous avez commencé After Steve, moi je vais le démarrer juste après l'enregistrement de cet épisode 89, un livre de plus dans notre bibliothèque sur l'histoire d'Apple. Les mises à jour de la semaine, on a notre rythme désormais, Élie, Gilles. On sait que le mardi soir, c'est l'arrivée de la nouvelle série de bêta, des prochaines mises à jour d'OS, et on en est au bêta 4. Et même les bêtas publics sont arrivés. Eh oui, mais par contre, on a notre rythme de frustration hebdomadaire parce qu'on sait que les bêta 4 sont là, mais on ne sait pas ce qu'elles font. C'est-à-dire que là, maintenant, on est au stade où ce sont des corrections de bugs en interne. Alors, je pourrais avoir accès dans le site développeur Apple au release note en disant voilà les bugs corrigés, voilà les bugs qui restent, mais ça, ce ne sont pas des fonctionnalités. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant pour nos auditeurs. Il y a toujours une liste de 200 bugs avant une sortie de système qui sont en cours de correction. Hein. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités comme on a pu en avoir au tout début de la sortie du système. Donc, maintenant, on est en attente que les versions finales sortent et forcément, elles vont sortir vite parce que la WWDC, c'est dans un mois. Hein, donc, et là, on sera en iOS 16 bêta. Donc là, du coup, on va un peu oublier le 15 qui va continuer de vivre pendant quelques mois. Mais voilà, donc c'est sorti, mais on ne sait pas ce que ça fait. Et oui, puisque la WDC 2022, ça commence dans un mois et un jour, puisque nous sommes le 5 mai et que le démarrage, c'est le 6 juin. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui sont injectées. Il est trop tard pour les évaluer et les fixer. Les rumeurs de la semaine, ça va être vite vu. Je sais pas si c'est l'approche de la WDC, mais ça a été une semaine très très calme sur le front des rumeurs en tant que telles. La seule rumeur, elle concerne l'Apple Watch Série 8, donc qui devrait sortir au mois de septembre. Ming-Chi Kuo, cette semaine, a tweeté 2 fois sur la probabilité d'avoir un capteur de température sur cette nouvelle Apple Watch. Fonction qui avait été au programme de la série 7, on s'en souvient, avant de passer à la trappe. Élie, est-ce que tu y crois cette fois-ci ? Écoute, ça va dépendre vraiment du logiciel parce que ce qu'on a appris, c'est que les capteurs actuels sont capables de le faire. Probablement ceux de la série 7 sont capables de le faire, mais qu'ils avaient un problème d'algorithmie parce que c'est très compliqué de capter la température au poignet par un simple capteur. Je précise au poignet, hein, l'Apple Watch pourra prendre la température à votre poignet. N'essayez pas de l'utiliser comme un thermomètre traditionnel. Hein. Vous auriez des problèmes. C'est purement une histoire d'algorithme. Si le logiciel est prêt, la fonction sortira. Gilles, on a parlé de détecteurs de glycémie pour les diabétiques, on a parlé de pas mal de fonctions qui n'ont pas l'air prêtes pour le mois de septembre. Non, ça paraît un peu court, à moins que le secret soit bien gardé et qu'on ait la surprise, que Apple garde la surprise. Maintenant, il faut déjà régler ce problème d'algorithmie sur la température avant de rajouter des features supplémentaires. En fait, le gros problème, c'est que déjà, si Apple se plante sur la température, c'est pas très grave, mais ils vont se prendre évidemment toutes les critiques de la Terre, donc ils peuvent pas se le permettre. Mais sur de la glycémie ou sur de la tension, il faut absolument que le produit soit homologué par la FCC, sinon c'est un usage médical. Et là, ils peuvent prendre aucun risque, mais vraiment aucun. Merci les amis pour le retour sur cette petite rumeur de la semaine. On se retrouve dans un instant pour les coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine. Gilles, tu as suffisamment travaillé sur After Steve, donc tu passes ton tour. Je me tourne vers Élie. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, une nouvelle série, et c'est assez rigolo parce que ça part d'un jeu vidéo, ça s'appelle Halo, donc vous connaissez tous Bungie Software. Bien sûr. Qui était une société qui travaillait dans l'univers Apple et qui était déjà en train de travailler sur les prémices de Halo. On avait vu des bandes annonces du jeu lorsqu'ils ont été rachetés par Microsoft, et Microsoft a pris l'exclusivité
et donc Halo, qui a connu un succès incroyable, mais ne tourne que sur plateforme Microsoft exclusivement. Et là, c'est Paramount Plus qui sort une série, en fait, basée sur le jeu. Alors, au départ, j'étais un peu méfiant, donc j'ai regardé les premiers épisodes. Ça passe sur Canal pour ceux qui veulent le voir en France. Et franchement, c'est super bien fait. Il y a des critiques qui disent c'est pas 100% fidèle au jeu, mais en même temps c'est une série télé, hein, donc on peut pas avoir un truc où l'utilisateur a le contrôle et tue tout ce qui bouge, hein, donc il y a forcément un peu de suspense, etc. Mais c'est dans l'univers du jeu, c'est super bien fait, les effets spéciaux sont très bien. Alors, ça ne vaut pas évidemment ce qu'on trouve sur Apple TV, ça ne vaut pas Fondation, mais en même temps c'est basé sur un jeu vidéo, hein, donc il y a des aliens, ça se tire dessus et il y a du suspense, mais c'est très bien fait, je vous le conseille. Regardez. Formidable. Allô, moi de mon côté, je vais vous donner envie de passer 16 minutes sur YouTube devant une vidéo dont on vous a parlé dans i5. C'est cette vidéo qui s'appelle Behind the Mac Skywalker Sound. Très simplement, Apple vous emmène dans les coulisses du Skywalker Ranch, hein, c'est ça, Ellie? Absolument. Qui de l'extérieur est un très très beau bâtiment en bois au bord d'un lac et qui à l'intérieur est truffé de Mac Pro, notamment dans la salle des serveurs, des dizaines de Mac Pro en rack, côte à côte, bien rangés avec des câbles dans tous les sens, et puis dans les studios de bruitage et les studios de mixage, eh ben on se retrouve au contact d'une librairie de 720 000 ou 820 000 sons, notamment tous les sons, chacun des petits sons qui ont servi à faire les différents épisodes de Star Wars, R2D2, etc. Tous les bruits des vaisseaux, de l'Empire, les X-Wing, etc. Très très chouette à regarder, Ellie, hein. Oui, et puis on apprend plein de choses, à part effectivement le matériel Apple qu'ils utilisent qui est dingue, c'est cette bibliothèque de sons en fait qui est un véritable trésor, c'est-à-dire que quand vous rentrez chez Skywalker Sound et que vous atteignez un certain niveau, on vous donne le code d'accès à la librairie. Et il y a des gens qui sont spécialisés. Vous avez accès à la librairie de Mandalorian saison 1, vous avez accès à la librairie de tel film Star Wars, etc. Et les gens qui y touchent, c'est un peu presque... Quand ils appuient sur le bouton play, c'est presque magique, quoi. Pour eux, c'est profondément émotionnel. Et voilà, c'est même des bruitages, et ils montrent comment ils les font, des fois en écrasant des trucs par terre, etc. C'est assez drôle. Mais ça devient des trésors de guerre. Et il faudrait pas que quelqu'un copie ça par un airdrop et parte avec, parce qu'alors là, à mon avis, il risque gros, lui. Et puis à propos, je voulais vous parler de cette session, ce webinar proposé par Apple gratuitement, qui est prévu pour lundi prochain. Alors, l'heure pique un peu parce que c'est 20h, heure de la côte Est, donc ça va faire 2h du matin dans la nuit de lundi à mardi. C'est une session avec... Jeff Lefferts, qui est sound designer chez Skywalker Sound, et il va nous expliquer comment créer des effets vocaux, des effets sonores pour un personnage en utilisant notre voix avec GarageBand sur Mac. Voilà, ça va durer 1 heure et c'est gratuit. Donc si vous avez envie de vous inscrire, allez sur apple.com et on se retrouvera dans la nuit de lundi à mardi, puisque je pense que je veillerai pour vous en parler. Très bien. Moi, j'avais juste une petite remarque qui m'a beaucoup surpris sur le logiciel qui est utilisé par Skywalker Sound, parce que moi, j'aurais pensé bêtement qu'ils allaient utiliser Logic Pro, ayant tellement d'Apple, mais non. Ils utilisent Pro Tools, et Pro Tools, donc qui est très connu pour ça, puisque moi-même je vends ça à mes clients dans l'audiovisuel, mais Pro Tools ne marche pas du tout en M1, pas du tout. Donc pour l'instant, ils ont montré tous les Mac Pro qu'ils ont, mais je pense qu'ils aimeraient bien avoir des machines M1 dès que Pro Tools va bien vouloir faire cette mise à jour. Voilà. Très bonne remarque, Ellie.
C'est la fin de cet épisode 89. Merci de votre fidélité, de votre amitié, de vos messages, de vos avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, on a toujours besoin de vos notes 5 étoiles et de vos petits mots sur Apple Podcast pour donner envie à d'autres de nous essayer de nous rejoindre et de faire grandir la communauté. Donc merci d'avance de prendre quelques instants pour dire tout le bien que vous pensez d'iWeek sur Apple Podcast. Je vous rappelle patreon.com/iWeek, ça c'est le lien pour nous soutenir financièrement. Alors à partir d'1,50€ par épisode, c'est déjà beaucoup, mais en même temps ça devrait être à votre portée. C'est grosso modo le prix d'un café en terrasse dans une grande ville. Ça va faire toute la différence pour nous et c'est notre seule, voire essentielle source de financement. On a besoin de vous pour renouveler des licences logicielles, du matériel. On a d'autres projets autour d'iWeek et d'i5 et on a besoin de votre aide. Merci à tous ceux qui nous aident déjà. Pour échanger avec nous, ça se passe sur Twitter. Followez le compte @iWeekNews et tweetez en utilisant le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. On adore échanger avec vous, profitez-en, on est toujours à votre écoute. Et puis abonnez-vous à i5, le podcast compagnon d'iWeek. i5, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 5 minutes par jour avec les 5 infos essentielles dans l'écosystème Apple. Ça se passe entre moi et à tour de rôle, Élie, Gilles, François ou Fabrice. C'est très sympa et on est déjà à 172 épisodes. Bientôt les 200 en ligne de mire. On se retrouve la semaine prochaine. On sera le 12 mai pour l'épisode 90. Merci à tous. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end et à jeudi prochain. Salut à tous, bye bye. Bye bye. Bye bye.